malheureusement en Algérie, les pseudo-historiens algériens, comme d'ailleurs les présidents et les gouvernements qui s'y sont succédés au pouvoir depuis l'indépendance jusqu'aux nos jours, pour des motifs purement racistes, ont essayé tout le temps à faire comprendre aux gens que les vrais martyrs en Algérie sont essentiellement ceux qui ont été tués depuis 1954 jusqu'au jour de l'indépendance. Ici, dans cette vidéo que j'ai moi-même montée, j'en évoquerai les génocides commis par l'armée française contre des Algériens, d'origine arabe, tels que les habitants de la ville de La Gouatte. Le maréchal Randon témoigne de ces massacres dans ses mémoires, publiés en 1875 à Paris. Voilà ce qu'il a écrit dans le chapitre 5, intitulé « Prise de La Gouatte le 4 décembre 1852 ». Situation des tribus dans le Sud. Plus d'un enseignement était résulté pour nous des désordres dont le Sud avait été le théâtre, à la fin de 1851 et dans les premiers mois de l'année 1852. D'abord nous avions reconnu que Mohamed Ben Abdallah, qui du reste ne devait pas tarder à nous donner une nouvelle preuve de son activité et de son audace, était un adversaire dont nous devions nous préoccuper. Plus mobile que nous, il avait su éviter toute rencontre avec la colonne compacte du général Ladmirault et, par des marches rapides avec ses cavaliers montés sur des méharis, il était tombé à l'improviste sur des tribus du Djebel Amour, leur tuant du monde et leur enlevant des troupeaux. En second lieu, la défection des Larba'a et des Ouled Naïl, ces deux grandes tribus qui gravitent autour de La Gouatte, leur point de rassemblement ordinaire après les lointaines pérégrinations de leurs troupeaux, avait démontré la faiblesse du commandement exercé sur eux par un chef dont l'existence différait de la leur, et qui, renfermé dans une ville, se livrait exclusivement à des opérations commerciales. L'erreur que nous avions commise en donnant, en 1846, l'investiture à Ben Salem, constatait l'ignorance où nous étions à cette époque, des habitudes de ces tribus et de la vie qu'elles menaient. Aussi le gouverneur général avait-il, comme on l'a vu, remplacé Ben Salem par Si Shérif Ben Laresh, dans le califat de La Gouatte. Mais ce changement d'homme ne suffisait pas, La Gouatte restait aux mains des Arabes, et notre autorité, dans ces régions, n'en était pas fortifiée. Construction d'une maison de commandement à Djelfa. Pour l'y rendre effective et présente, le gouverneur résolut de faire construire une maison de commandement destinée à être le quartier général de notre nouveau Bachaga. Tout en y étant mieux qu'à La Gouatte sous notre main, il en serait plus fort pour nous servir, l'importance même qu'il en prendrait aux yeux des indigènes serait à notre profit. Mais où trouver un emplacement convenable pour cette installation ? Djelfa offrait un avantage bien rare dans le sud, celui d'être placé sur un cours d'eau qui ne tarit pas, et dans le voisinage d'une forêt de pins d'une étendue de 1000 hectares. Les Larba'a et les Ouled Naïl, pendant une partie de l'année, ont leur campement non loin de là. Enfin, Djelfa est sur la route de Bogar à La Gouatte, à 30 lieues de cette dernière ville. Il fut décidé que le Bordj serait installé sur ce point. Pour l'exécution de ce projet, le gouverneur donna l'ordre au général Youssouf, qui avait remplacé le général Ladmirault dans le commandement de la subdivision de Médéa, de se diriger vers le sud, avec une colonne de 1200 baïonnettes, une section d'artillerie et 2 escadrons de spahis. Malgré le voisinage de nos soldats, le shérif de Vargla reparut sur El Oued Djeddi et dressa ses tentes près de Ksar el-Iran. De là, il observait La Gouatte, dont les habitants divisés en 2 camps, les Ouled Serguine et les Alaf, se disputaient le pouvoir, les armes à la main. En apprenant ces dissensions si favorables à notre ennemi, le général Youssouf écrivit aux Lagouati pour les engager à cesser une lutte que la proximité de Mohamed Ben Abdallah rendait pleine de dangers. Ces lettres eurent le résultat qu'ils s'en promettaient. Les deux parties résolurent de lui envoyer des représentants de chaque faction et de le rendre arbitre de leurs différends. Mais au jour fixé pour le départ de ces représentants, Jihya Ben Mahammer, frère de l'ex-khalifa Ben Salem, fit défection et, réuni au shérif, marcha avec lui contre La Gouatte, dont il espérait pouvoir s'emparer à l'aide de ses partisans. À cette nouvelle, le général Youssouf, laissant à Djelfa les troupes nécessaires pour continuer les travaux et couvrir les travailleurs, se dirigea avec 850 baïonnettes à la rencontre de l'ennemi. Il ne put l'atteindre.
Le shérif, dont les projets sur la Gouate avaient échoué, par suite de l'union que la menace d'un danger commun avait amené entre les Ouled Serguine et les Alaf, s'était enfui dans le désert. Le général Youssouf à la Gouate. Cette marche en avant de Djelfa avait conduit le général non loin de la Gouate. Les habitants lui envoyèrent à plusieurs reprises des députations, pour l'engager à venir au milieu d'eux, rétablir l'ordre si gravement compromis. Il se rendit à leurs instances. Son entrée dans la ville, avec une compagnie de zouaves, fut saluée des plus vives acclamations. Les fils de Ben Salem, dont l'aîné avait été nommé Aga, n'ayant à leur disposition aucune force organisée, le général forma une troupe de 200 habitants chargés de défendre la ville et d'y faire la police. Le commandement en fut donné à un officier de Spahi, Ben Hamida, dont l'exemple et les conseils, on le pensait du moins, devaient donner au nouveau Makhzen et à Cheikh Ali, chargé du commandement supérieur, l'énergie et la vigueur que réclamaient les circonstances. Les Lagouati désiraient mieux. Ils voulaient qu'un officier français, avec une centaine de soldats, fût installé dans leur ville. Le général, qui avait fait bon accueil à ce désir, insistait dans ses rapports à l'autorité supérieure pour qu'il fût réalisé, mais la prudence commandait de ne pas aventurer, à une si grande distance de nos postes d'Utel, une troupe trop faible à la fois pour dominer la ville et pour se faire respecter des agitateurs du dehors. Le général Youssouf rentra le 17 octobre à Djelfa, où les travaux du Bordj étaient fort avancés, et il allait regagner son quartier général de Médéa, quand de nouveaux événements vinrent compliquer la situation du sud. Mohamed Ben Abdallah soulève des tribus. En quittant les environs de la Gouate, le shérif Ben Abdallah s'était porté du côté de Guérara. Parti de là quelques jours après, à la tête de 500 cavaliers et de 300 fantassins montés sur des méharis, il avait pénétré, après une marche des plus hardis, dans les montagnes du Djebel Amour et y avait opéré une razzia considérable sur El Agelat, l'une des plus fortes tribus de cette contrée. Cet audacieux coup de main mit en émoi presque toutes les tribus sahariennes. Dans la province d'Oran, les deux Kakena firent défection. Les gens du Djebel Amour se replièrent dans le pays des Lahars, ceux-ci et les Lagouati du Ksel se jetèrent en désordre sur les rives du Chat el-Charghi. Il était à craindre que toutes ces populations, sans appui et démoralisées, ne prissent le parti, pour sortir de l'anxiété où elles se trouvaient, de se joindre au shérif. Révolte de la Gouate. Si shérif Ben Laharesh fut abandonné par un grand nombre de tentes de sa tribu. Quant aux habitants de la Gouate, ils se mirent en révolte et se répandirent en imprécations, accompagnés de cris de mort, contre l'officier indigène qui leur avait été laissé. Celui-ci, n'ayant eu ni la force de comprimer ces désordres, ni l'audace de les prévenir, abandonna son poste et s'enfuit vers le camp français, où il arriva le 1er novembre. La situation devenait menaçante, il n'y avait pas de temps à perdre pour dissiper l'orage qui se formait contre nous. Le gouverneur général renforça de 2 escadrons de chasseurs, de 2 escadrons de Spahi et d'un bataillon de tirailleurs indigènes les troupes du général Youssouf, qui comptèrent ainsi 1900 baïonnettes et 400 sabres. Il recommanda à ce général de rendre sa colonne aussi immobile que possible et de poursuivre le shérif à outrance, s'il arrivait à sa portée. Le commandant de la province de Constantine dut augmenter l'effectif des forces confiées au commandant supérieur de Boussada, et des approvisionnements furent dirigés sur ce dernier poste, de manière à permettre au général Youssouf d'aller s'y ravitailler au besoin. Une colonne très mobile fut formée à Biskra, par les soins du général MacMahon, afin d'empêcher le shérif, qui, d'après certains renseignements, aurait pu gagner l'Est, de tenter quelques coups de main de ce côté. Le général Pélissier, commandant la province d'Oran, et le général Bouscarin durent se porter à El Bayad où ils arrivèrent le 19 novembre. Leurs troupes réunies présentaient 2 bataillons de zouaves composés de 1250 hommes, un bataillon du 50e de ligne composé de 600 hommes, un demi-bataillon de marche du 1er bataillon d'Afrique composé de 600 hommes, 3 escadrons de chasseurs composés de 330 hommes, un escadron de Spahi composé de 110 hommes. Au total, ils étaient 2890 hommes. Plus 2 sections d'artillerie dont une de campagne et 2 sections d'ambulance.
Le général Pélissier avait pour mission de rassurer par sa présence les populations sahariennes de la division. Il devait en outre entreprendre à El Bayad, sur un emplacement depuis longtemps reconnu, une maison de commandement sur le modèle de celle de Djelfa et destinée, comme elle, à assurer un point de ravitaillement à nos colonnes opérant dans le sud. À ce même moment, Sinami, frère de Si Hamza, venait de passer du côté du shérif. Si Hamza seul pouvait exercer sur la puissante tribu des Ouled Sidi Cheikh une influence capable de l'empêcher de suivre l'exemple donné par son frère. Il comprit que son honneur y était engagé, et il demanda à marcher contre Mohamed Ben Abdallah à la tête des Goum sahariens, offrant de laisser dans nos mains, comme gage de sa fidélité, ses femmes et ses enfants. On crut à sa parole et il se montra digne de notre confiance. Dans la prévision de ce qui pourrait survenir à une distance aussi éloignée de nos bases d'opération, le gouverneur général prescrivit au général Pélissier de se tenir prêt à marcher contre le shérif. Il lui donna aussi le commandement de toutes les colonnes du sud, afin que si des mouvements combinés devenaient nécessaires, une direction unique pût leur être imprimée. Revenons dans les environs de Laghouat. Le général Youssouf instruit que le shérif était campé à El Rag, entre Ksar el-Iran et El Asafia, marcha à sa rencontre avec la plus grande partie de ses forces. Arrivé à Miroussa, le 18 novembre, à 15 lieues de l'ennemi, il donna quelques heures de repos à sa colonne, et le 19, à la pointe du jour, après une marche de nuit des plus rapides, il apparut à 2 lieues d'El Rag. L'ennemi fut surpris et quelqu'un qu'il mit à prendre la fuite, il fut atteint par nos troupes qui lui tuèrent du monde et s'emparèrent d'une partie de ses troupeaux. Le shérif s'enfuit, mais cette fois, au lieu de prendre la route du désert, il se dirigea vers Laghouat. Les habitants, qui avaient embrassé sa cause, s'empressèrent de lui ouvrir les portes, sa présence et ses prédications fanatisèrent tous les esprits. Aussi quand le général Youssouf s'approcha de la ville, il se trouva face à face avec les Laghouatis et les gens du shérif qui s'étaient portés en grand nombre en dehors de l'oasis, pour couvrir la tête des eaux et empêcher la colonne de s'y établir. La fusillade commença avec vivacité, les Arabes disputaient le terrain pied à pied. Une charge audacieusement exécutée par notre cavalerie repoussa l'ennemi jusque dans l'enceinte des jardins et mit fin à cette lutte. Les partisans du shérif perdirent une centaine d'hommes. De notre côté, nous eûmes des morts et des blessés, parmi les premiers le brave capitaine de Staël, du premier chasseur d'Afrique. Malgré le succès obtenu, le général Youssouf ne crut pas devoir essayer de pénétrer dans la ville. Trop faible pour entreprendre le siège d'une place entourée de murailles et dont les habitants se disaient résolus à mourir pour expier le crime de leur ancienne alliance avec les chrétiens, il appela à son aide le général Pélissier et le commandant supérieur de Boussada. En attendant leur arrivée, il s'établit à Ras El Ayoun à 1800 mètres de la ville, tâchant d'intercepter toute communication entre l'oasis et la campagne, afin d'empêcher l'arrivée de nouveaux renforts. La résistance s'étant concentrée dans Laghouat, il n'y avait pas de temps à perdre pour la vaincre. Si elle se prolongeait, nous devions nous attendre à voir s'accroître rapidement le nombre de nos ennemis. En conséquence, une colonne de 4 bataillons, d'un escadron de chasseurs et d'une section d'artillerie de campagne, sous le commandement du colonel Bourbaki, du 1er de Zouave, se réunit à Bogar, et une colonne de même force fut concentrée à Boussada. Ces 2 colonnes devant être prêtes à marcher le 6 décembre, le gouverneur général, qui s'en était réservé le commandement, quitta Alger le 1er de ce mois, pour aller établir son quartier général à Bogar, d'où il pouvait surveiller de plus près la marche des événements. Arrivé le 2 à Médéa, il y fut arrêté par une tempête et des pluies torrentielles qui, en peu d'heures, rendirent les chemins impraticables. Les troupes furent obligées de rétrograder et ce ne fut pas sans peine qu'elles gagnèrent Médéa pour y trouver un abri. Le 6 décembre la tempête avait cessé, et le gouverneur général se disposait à poursuivre sa route, lorsqu'un courrier lui apporta la nouvelle que dans la journée du 4 Laghouat était tombé entre nos mains. Prise de Laghouat le 4 décembre 1852. Voici ce qui s'était passé. Le général Pélissier, informé à El Bayad, par une lettre du général Youssouf, des événements survenus à Laghouat, s'était immédiatement dirigé vers cette oasis.
L'ouragan qui avait éclaté dans le Tel ne s'étant pas étendu au-delà des hauts plateaux, la marche de sa colonne ne fut pas contrariée, et en 7 jours il arriva à Ras El Ayoun, au camp du général Youssouf. Le 3 décembre, il fit la reconnaissance de la place pour déterminer le point d'attaque qu'on fixa à l'ouest, au marabout de Sidi Aïssa. Les capitaines Bessières et Franck qui commandaient les compagnies de tirailleurs algériens chargées de cette opération, furent tués à la tête de leurs troupes. Pendant la nuit, la batterie de Brèche fut établie à demi-portée de l'enceinte de la ville. Au point du jour, le feu fut ouvert et dirigé contre une tour qui dominait la défense de ce côté et à 10 heures, la brèche étant praticable, l'ordre de l'assaut fut donné. Au moment où les troupes s'ébranlaient, le général Bouscarin qui les commandait, fut blessé mortellement. La brèche fut bientôt franchie et les zouaves pénétrant dans la ville, se portèrent à la maison de l'ancien califat Ahmed Ben Salem, qui s'élevait sur le point culminant de la place. Dans cette marche, on perdit encore le chef de bataillon Morand. Pendant que cette vigoureuse attaque appelait vers l'ouest l'attention des Lagouati, le général Youssouf franchissait les murailles de l'est à l'aide d'échelles et se joignait bientôt au général Pélissier. On se battit encore quelque temps dans les rues et les maisons, beaucoup d'habitants et de gens du shérif furent tués ou pris. Au milieu du jour enfin, le feu cessa, la ville entière était en notre pouvoir. La nuit suivante, une vingtaine de cavaliers en sortirent, ils trompèrent nos postes d'observation, en disant qu'ils faisaient partie de nos goûts mais qu'il était porteur de dépêches. On supposa plus tard que c'était le shérif qui, avec cette faible escorte, s'échappait sain et sauf d'une lutte dont il avait été le promoteur. Si Hamza poursuit les tribus révoltées. Pendant que Lagouat était enlevé d'assaut, un corps auxiliaire de 700 cavaliers opérait un brillant coup de main dans le sud-est des Benimzab, entre El Guerrara et Berian, à plus de 200 km de la ville assiégée. Si Hamza, chargé de poursuivre les tribus qui s'étaient prononcées en faveur du shérif, était parti de El Oued Zergoun et avait pénétré dans le pays de la soif. Il traversait depuis 5 jours un terrain pierreux et sans eau, quand ses éclaireurs signalèrent le voisinage de nombreux campements. Il les atteignit le 4 décembre et fit des prises considérables, 1100 chameaux, 5000 moutons, des tentes, des tapis, des bagages de toute espèce. Cette course hardie jeta l'épouvante dans les oasis les plus reculées et réhabilita complètement à nos yeux le chef des Ouled Sidi Cheikh. La prise de Lagouat, la fuite du shérif, la dispersion de ses adhérents, mettaient fin à ces insurrections partielles qui, dans le cours de l'année 1852, s'étaient successivement étendues, par le sud de la province d'Alger, des frontières du Maroc à celles de la Tunisie. Mais la tranquillité régnerait elle longtemps. C'était peu probable, avec un adversaire aussi entreprenant que Mohamed Ben Abdallah. L'occupation permanente de Lagouat est résolue. Dans cette prévision, la question de savoir ce que nous ferions de Lagouat était la première qui se présentait. Il y avait 3 partis à prendre, 1 degré nous y établir et faire de la ville un poste avancé vers les régions sahariennes, 2 degrés l'abandonner, laissant à ses anciens habitants le soin de la relever de ses ruines, 3 degrés raser la ville, couper les palmiers de l'oasis, détruire les jardins et nous débarrasser ainsi du souci de sa conservation ou de l'inquiétude que, plus tard, elle pourrait encore nous donner. Le dernier de ces projets eût été un acte de vandalisme contraire à la mission civilisatrice que nous nous sommes donnée en Algérie, et l'abandon de toute intervention directe de notre part dans le sud. Le second aurait permis au shérif de reprendre l'œuvre que nous avions interrompue et de s'assurer d'un point d'où il put dominer le Sahara. Le seul parti vraiment digne de nous et utile à nos intérêts était donc de conserver Lagouat et d'y compléter notre installation en lui donnant le caractère de la permanence. Pour démontrer ce que cette dernière résolution offrait de sage prévoyance pour l'avenir, examinons ce qui serait advenu si, au lieu d'attaquer et de prendre Lagouat, nous l'eussions laissé entre les mains du shérif. Par son audace, son activité, les tribus du Djebel Amour auraient été dans un état d'alarme continuelle, et il ne leur serait resté d'autre parti que de refluer vers le Tel ou de faire cause commune avec Ben Abdallah. Dans l'un et l'autre cas, c'était un état de guerre permanent. Ce n'était pas seulement le Djebel Amour que le shérif aurait dominé par la terreur de son voisinage, mais le pays jusqu'à Bogar et une partie du Titri eussent été sous la même influence.
quelle action n'aurait-il pas exercée dans le sud oranais, cette terre classique des insurrections, sur la confédération des Benimzab, sur les oasis de l'Oued Rir et de El Oued Souf. Enfin, si, par des considérations secondaires, nous perdions cette occasion favorable de nous établir en maître à Lagouat, nous abandonnions le fruit de plusieurs années de guerre, nous revenions en quelque sorte à ce système d'occupation restreint, condamné depuis longtemps et dont avait fait justice le maréchal Bugeaud, par cet aphorisme si vrai, que, en Algérie, pour être maître de quelque chose il faut tout posséder. L'occupation de Lagouat rentrait d'ailleurs dans le plan général que le gouverneur s'était proposé, celui d'étendre notre domination vers le sud jusqu'à ses limites naturelles, aussi bien que sur la Kabylie, afin de compléter la conquête de l'Algérie. La configuration du sol et les ennemis que nous avions à combattre présentaient des conditions essentiellement diverses, et l'emploi des moyens devait varier suivant le champ de nos opérations. En Kabylie, une des plus grandes difficultés que nous avions à surmonter tenait à la nature abrupte du pays. C'était par des routes qu'il fallait en faciliter l'accès et pénétrer au centre de ces montagnes, la pioche devait être entre les mains de nos soldats un moyen de succès plus sûr encore que le fusil. Dans le sud, nous n'avions pas d'obstacle de ce genre à surmonter, mais devant nous s'étendait l'espace sans eau, sans abri, sans végétation, et, pour y atteindre un ennemi insaisissable, il fallait devenir aussi immobile que lui, rendre nos colonnes légères, et la première condition était de rapprocher autant que possible nos postes de ravitaillement du lieu des opérations. Or, la possession de Lagouat nous faisait gagner 75 lieues vers le sud. Quant à la mobilité, nous avions à suivre l'exemple de nos ennemis, montés sur leurs chameaux, ils franchissaient des espaces immenses, tombaient à l'improviste sur nos tribus et jetaient l'épouvante sur leur passage. Pourquoi ne pas les imiter ? Un équipage de 500 méharis harnachés, soit pour monter des fantassins, soit pour transporter des vivres ou des bagages, fut organisé en smala avec ses conducteurs, voire même ses vétérinaires, tous indigènes. Ce fut la contribution de guerre que durent payer les Larbaa, en punition de leur révolte. L'occupation de Lagouat étant définitivement arrêtée, il s'agissait de fixer le chiffre des troupes qui y seraient laissées, il fut arrêté à 800 fantassins, un escadron de cavalerie et une section d'artillerie de montagne, avec ambulance, service d'administration, etc. Ces troupes n'auraient pas seulement à garder la ville et à la défendre au besoin, elles devraient étendre au dehors leur action, dans un certain rayon, afin de protéger nos tribus dans leur campement ordinaire et dans leur migration périodique vers les contrées où les nomades, depuis un temps immémorial, conduisent leurs troupeaux. La vie nomade n'est pas seulement dans leur goût et dans leurs habitudes, elle est imposée aux peuplades qui la pratiquent par une impérieuse nécessité. La terre ingrate qu'ils habitent se refusant à toute culture et n'offrant que peu ou point de produits, leurs ressources consistent uniquement dans leurs troupeaux qu'ils doivent diriger de pâturage en pâturage pour les faire vivre et prospérer. Tel tantôt près du Tel, tantôt dans les parages de Lagouat, et jusque sur les limites du grand désert. Telle est, à peu de choses près, la condition des Larbaa, des Ouled Naïl, et tel est le motif qui les oblige à entreprendre tous les ans ces prodigieuses pérégrinations qui nous les montrent, en quelques mois, tantôt près du Tel, tantôt dans les parages de Lagouat, et jusque sur les limites du grand désert. Le commandement du nouveau cercle dont Lagouat devait être le centre exigeait de la part de l'officier qui en serait chargé la réunion de qualités diverses. À un caractère prompt et décidé, il devait joindre la prudence que commandait cette position éloignée, ses préoccupations devaient s'appliquer aussi bien à la question militaire qu'à celle qui touche à la politique et au commerce. Le choix porta sur le capitaine du Baraï, du premier de Spahi, apprécié déjà pour sa bravoure aussi bien que pour la connaissance qu'il avait des affaires arabes, et la confiance mise en lui fut pleinement justifiée. L'installation des troupes et la mise en état de défense de la ville furent les premiers soins que dut prendre le nouveau commandant du cercle. Ainsi il lui fut prescrit de construire des forts sur les deux hauteurs qui commandent la ville, l'une à l'est, l'autre à l'ouest, et qui reçurent les noms de Bouscarin et de Moran, en souvenir de la mort glorieuse de ces brillants officiers.
La Gouat n'était pas seulement une position militaire importante, c'était aussi une station commerciale située sur les rives de Oued Djedi, au centre du Sahara algérien. Cette oasis, arrosée en toute saison par des eaux limpides et abondantes, au milieu d'un désert aride, se trouve sur la principale ligne d'eau qui se dirige vers le sud. Oued Tegrir et Oued Ensa prennent naissance en effet à quelques lieues au sud-est de la ville, et il est absolument indispensable de suivre leur cours pour aller dans la confédération des Beni M'zab et dans les oasis plus reculées. Cette circonstance géographique fait de la Gouat l'étape obligée de toutes les caravanes qui voyagent dans ces parages. Elle est dès à présent l'entrepôt des tribus nomades qui y transportent leurs dattes et prennent en échange des chargements de blé. Elle deviendra le grand marché des laines et celui des produits de nos manufactures, tels que toiles peintes, foulards, etc., qui, par l'intermédiaire des Beni M'zab, seront transportés à Gdames et à Gat, à la limite du Soudan. L'organisation du Cercle de la Gouat fut le dernier acte du gouverneur général dans le cours de l'année 1852, elle reçut l'approbation du ministre de la Guerre. En 1852, le colonialisme français a fait saigner une ville algérienne, la Gouat. Il a massacré la population, saccagé et détruit les jardins et la palmeraie, incendié les maisons. Il a ensuite achevé les blessés, plus loin encore il a mis des hommes et des femmes dans des sacs pour les brûler vifs, sans faire de distinction entre femmes et hommes, jeunes et vieux. Même les animaux n'étaient pas épargnés, tuer est devenu un mot d'ordre. Du sang partout. Des cadavres, encore des cadavres. Il y en avait partout dans les rues, dans les jardins, sur les terrasses. Les 2/3 des habitants ont été décimés. Le colonialisme n'a pas lésiné sur les moyens, il est allé jusqu'à employer une arme chimique, le chloroforme. L'horreur du spectacle était grandiose, insupportable au point où même les chiens ont déserté la ville, écrivait Eugène Fromentin, le célèbre peintre et écrivain français. Une cité fantôme où l'air pollué par la décomposition des cadavres est devenu irrespirable. Le colonialisme a réussi un prodige rarement égalé, un génocide. Mais pareil au phénix, la Gouat renaît de ses cendres et le combat continue.